Pendant des décennies, le ciel de Ouagadougou n'avait jamais paru aussi muet qu'à l'aube où la tour somnolente regarda une piste vide, sans phare, sans voie, seulement le vent froissant les vitres. Le monde parla d'arrêt, pourtant ce silence véhiculait l'inverse. Fermeture de l'espace aérien pour lancer un départ, un pari sans dette, un chantier national visant le ciel plutôt que la permission, une audace mesurée au bruit des bétonnières plutôt qu'au discours. Et vous, que vaut votre prudence si Ibrahim Traoré réussit? Et si l'isolement cachait l'ascension? Dès les premières heures, un sentiment étrange enveloppa le pays. Ce n'était pas la peur, mais la promesse d'un réveil. Lorsque Ibrahim Traoré apparut à la télévision, sa voix n'offrait ni colère ni appel aux armes. Elle offrait un horizon. Il déclara que le Burkina Faso construirait, sans prêts étrangers, le plus grand aéroport du continent. 40 km² de pistes et de champs solaires, entièrement érigés par des mains locales. Cette annonce, pour les observateurs, relevait du délire. Pour son peuple, elle devint l'évidence. Chaque mot semblait peser plus lourd que l'acier, un projet non d'argent, mais de sens. Car derrière l'ambition se cachait un risque précis. Si l'expérience échouait, c'était la crédibilité même de l'autonomie africaine qui s'effondrerait. Et pourtant, dans cette tension naissait la promesse la plus rare, celle d'une foi mesurable, non par les chiffres, mais par les bras levés vers le ciel. Les Burkinabés savaient désormais que la réussite n'était pas un luxe, mais une épreuve de dignité. 3 jours après le grand silence, la vérité se révéla. L'espace aérien n'avait pas été fermé par peur, mais pour inaugurer un commencement. Ibrahim Traoré annonça, d'une voix calme, la naissance d'un projet que nul ne croyait possible. Ériger un aéroport africain, bâti sans emprunt, sans appui étranger, sur 40 km² de sable et de lumière. Ce chiffre fit l'effet d'un séisme. Les radios européennes y virent une provocation, les chancelleries un défi. Mais à Ouagadougou, c'était une résurrection. Les premiers camions surgirent à l'horizon, les moteurs reprirent le rôle des prières et le désert vibra comme une forge. Les hommes et les femmes arrivèrent de partout, agriculteurs, soldats, étudiants, artisans. Aucun contrat ne fut signé, aucune paix promise. On venait non pour gagner, mais pour croire. Un vieil homme, interrogé par un journaliste, répondit simplement: Je veux voir l'Afrique voler avant de mourir. Cette phrase devint un hymne, reprise dans les églises, murmurée dans les marchés, gravée sur les casques. Le travail commença sans répit. Sous le soleil, les pelles creusaient la nuit, les torches dessinaient des constellations humaines. Pendant que l'Occident riait, le Burkina Faso avançait. La poussière du Sahel se mêlait à la foi des bâtisseurs. Les observateurs étrangers parlaient d'illusions, mais au sol, chaque mur érigé devenait une prière concrète. Là où d'autres cherchaient l'aide, les Burkinabés trouvaient la raison. Et derrière ce tumulte naissant, une idée circulait comme une étincelle. Si le monde ferme ses portes, alors le désert ouvrira les siennes. C'était le cœur même du paradoxe Traoré, un isolement transformé en élan collectif, un chantier devenu symbole de souveraineté. Ainsi, le silence initial accouchait d'un bruit nouveau, celui d'un peuple qui bâtit son ciel à main nue. Au cœur du chantier, il n'y avait pas de titre, pas de hiérarchie, seulement des gestes répétés à l'unisson. Ibrahim Traoré marchait parmi les ouvriers, bottes couvertes de poussière, saluant chacun sans protocole. Son autorité ne venait ni du rang ni du grade, mais de la constance. Sous sa présence silencieuse, le chaos trouvait un rythme, une sorte d'ordre né du courage. Les premiers effets se firent sentir avant même que le béton ne sèche.
Les villages alentours s'organisèrent en cuisine collective. Les femmes préparaient le mil, bénissaient la nourriture et répétaient les mêmes mots. Seigneur, bénis les mains qui construisent le ciel. Les radios locales rediffusaient ces prières, mêlant chants anciens et tambours modernes. Ce n'était plus seulement une œuvre d'infrastructure, c'était une renaissance morale. Un soldat raconta qu'il avait échangé son fusil contre une pelle parce qu'ici, on combat d'autrement. Un mécanicien ajouta: ce chantier, c'est notre dignité remise en marche. Ces témoignages, relayés à travers le pays, créèrent une contagion d'espérance. Même les sceptiques se mirent à venir prêter main forte, fascinés par cette discipline née sans ordre. Ainsi, le projet devenait déjà un miroir. Il reflétait non pas la force du pouvoir, mais la foi du peuple. Chaque pierre posée portait l'empreinte d'une conversion intime, celle d'une nation qui, en travaillant, redécouvrait sa propre valeur. Ce n'était plus un chantier d'aéroport, mais un chantier d'âme. Et le monde, encore moqueur, allait bientôt comprendre que l'histoire venait de changer d'ingénieur. Le tournant se produisit au lever du soleil, quand le désert vibra d'un grondement nouveau. Non plus celui des avions, mais des bulldozers et des bétonnières. En moins d'une semaine, les plaines de Ouagadougou furent bien sillonnées de camions chargés d'acier, de sable et d'hommes. Ce n'était plus un projet d'État, c'était une migration intérieure, une nation entière se déplaçant vers son propre futur. Ibrahim Traoré revint sur le site sans escorte. Il posa la main sur un mur encore humide et murmura: nous ne construisons pas par orgueil, mais par foi. Un soldat épuisé lui répondit: alors, la foi a des muscles, monsieur. Ces mots devinrent le refrain du chantier. Le soir, les torches s'allumaient comme des étoiles, et le désert, vu du ciel, brillait comme une constellation en train de naître. Mais l'espoir attira la peur des autres. À Bruxelles, à Paris, à Washington, les chancelleries commencèrent à s'inquiéter. Les rapports diplomatiques parlaient d'un projet impossible avançant trop vite. Les virements furent bloqués, les contrats suspendus, les pièces détachées interdites. En quelques jours, le Burkina Faso fut isolé du système financier mondial. Pourtant, au lieu de ralentir, le chantier accéléra. Les ingénieurs récupérèrent de vieux moteurs militaires pour en faire des mélangeurs à ciment. Les soudeurs forgèrent les poutres à partir de ferrailles recyclées. Les femmes cousaient des bâches de fortune pour protéger les postes de travail. La nécessité devint ingénierie, la sanction devint méthode. Un jeune technicien déclara à la presse locale: ils pensent que nous plierons sous la faim, mais la faim nous enseigne à créer. Et dans ce désert devenu école, chaque obstacle devint une leçon. Quand l'électricité tomba, on alluma des feux. Quand les outils manquaient, on les fabriquait à la main. Sous chaque échec, une solution surgissait comme une plante entre deux pierres. Puis vint la décision symbolique: connecter les panneaux solaires du chantier au village voisin. La nuit même, des milliers de foyers s'illuminèrent pour la première fois. Les enfants firent leurs devoirs sous la lumière des lampes solaires. Les femmes purent cuisiner après le coucher du soleil. Le projet n'élevait plus seulement des murs, il libérait des vies. Les médias étrangers continuèrent de se moquer, parlant de folie du Sahel. Mais sur le terrain, le silence était remplacé par des chants. Dans les églises et les mosquées, on priait non pour recevoir, mais pour persévérer. Et au centre de tout, Ibrahim Traoré restait immobile, observant ce miracle fait d'efforts et de poussière. Ce qu'il voyait n'était pas une simple construction, c'était une métamorphose collective. Une nation, privée de ressources, venait d'inventer sa propre énergie. Ainsi, le Burkina Faso, coupé du monde, se découvrait enfin complet. Ce n'était plus le Sahel des cartes, c'était un pays qui apprenait à voler sans ailes. Le premier chiffre tomba comme une gifle. En moins de 3 mois, 60% du chantier était déjà sorti du sable. Aucune aide étrangère,
aucun prêt, aucun investisseur. Seulement la sueur et la coordination d'un peuple rassemblé. C'était la traduction visible de ce qu'Ibrahim Traoré appelait la foi cette foi opérationnelle, une foi capable de produire des résultats mesurables. Les observateurs internationaux tentèrent d'y voir une illusion statistique. Mais les images satellites publiées par African News confirmèrent les chiffres: 40 kilomètres de pistes, 10 000 ouvriers actifs, 500 structures métalliques déjà soudées. Chaque donnée contredisait les pronostics d'effondrement annoncés par l'Occident. Le delta entre les prévisions et la réalité atteignait 300% d'efficacité supérieure au calendrier initial. Un miracle logistique né sans contrat ni financement. Un second indicateur, plus subtil, mesurait la densité de participation civile. Dans certaines zones rurales, 42% des foyers avaient envoyé au moins un membre au chantier. Des familles entières traversaient le Sahel pour offrir leur aide. Les économistes parlèrent de économie spirituelle, une dynamique où la motivation morale remplaçait le capital monétaire. Chaque heure de travail non rémunérée équivalait à une donation invisible, mais comptée dans la fierté nationale. Le troisième chiffre marqua les consciences, d'hommes 12 000 foyers connectés à l'électricité produite par les panneaux solaires du projet. L'énergie censée alimenter un aéroport illuminait désormais des villages entiers. Le contraste entre les sanctions extérieures et la lumière intérieure devint le symbole d'un renversement complet. Les sanctions, loin d'éteindre la nation, en avaient en fait une lampe. Un ingénieur expliqua: nous avons appris à mesurer non seulement ce que nous avons, mais ce que nous refusons de perdre. Ce principe, au-delà des graphiques, devint le moteur de tout le pays. Les métriques n'étaient plus seulement des nombres, elles étaient des preuves d'autonomie. Les analystes occidentaux, à court de modèles, commencèrent à réviser leurs hypothèses. Le FMI évoqua prudemment un phénomène communautaire inédit. La Banque mondiale resta silencieuse. Mais dans les couloirs des chancelleries, une crainte nouvelle circulait. Et si la réussite du Burkina Faso rendait obsolète le récit de la dépendance économique? Pour Ibrahim Traoré, les chiffres n'étaient pas un trophée, mais un levier. Chaque pourcentage gagné signifiait une prière exaucée. Chaque point de productivité traduisait une conversion intime, celle d'un peuple apprenant que la dignité se compte aussi. Ainsi, le baseline, la dépendance, s'effaçait devant le delta, la souveraineté. Et dans ce glissement d'échelle, le Burkina Faso redessinait les mathématiques du courage, une addition de volonté, une multiplication de mains, une soustraction de peur. L'équation tenait enfin: la foi au carré produisait la lumière. Les critiques ne tardèrent pas, tardieu pas. À Paris, des experts qualifièrent le projet de populisme infrastructurel. À Bruxelles, on parla d'illusion du Sahel. Les économistes occidentaux soutinrent que sans capitaux étrangers, le Burkina Faso s'épuiserait avant d'atteindre la piste finale. Leur logique semblait inattaquable: sans ressources, point de croissance; sans prêt, pas de progrès. Mais sur le terrain, la réalité proposait un contre-modèle. Ibrahim Traoré ne nia pas les difficultés, il les exposa. Nous ne refusons pas la science, dit-il, nous refusons la tutelle. Ce n'était pas une guerre contre la finance, mais contre la dépendance. La première hypothèse, que la souveraineté mène à l'échec, se heurta à un fait brut: le chantier avançait plus vite que les projets soutenus par les bailleurs. Les camions burkinabés, réparés à partir de pièces usées, parcouraient déjà les pistes qu'on disait impossibles. Le second argument, plus idéologique, affirmait que le nationalisme économique engendre l'isolement. Pourtant, ce que l'Occident nommait isolement se révélait, au Sahel, une communion. Des centaines de volontaires venus du Ghana, du Mali, du Niger rejoignirent le chantier.
Ce flux transfrontalier défiait la logique de fermeture. L'autonomie burkinabé créait paradoxalement de nouvelles alliances africaines. Enfin, un troisième reproche, plus subtil, émanait des intellectuels africains eux-mêmes. La foi, disaient-ils, ne remplace pas la planification. Traoré leur répondit sans emphase. La foi ne remplace rien. Elle commence là où les plans finissent. Et les faits lui donnèrent raison. Les structures s'élevaient, les routes d'accès s'ouvraient, les réservoirs fonctionnaient. Ainsi, le débat s'inversa. Ce n'était plus la foi contre la raison, mais la foi mesurée par la raison. Le Stillman, cette version la plus forte des objections, avait trouvé son adversaire. Une réalité qui ne plaidait pas, mais qui construisait. L'Afrique, pour une fois, était armifiée, ne théorisait pas sa dignité, elle la bâtissait. La lumière a survécu aux sanctions. Cette phrase lancée par Ibrahim Traoré au milieu du chantier marqua un tournant, car au moment où les banques fermaient les comptes et où les frontières financières se refermaient, le désert, lui, s'illuminait. Les villages autour du site, autrefois plongés dans l'obscurité, brillaient désormais sous l'énergie solaire du projet même que le monde voulait arrêter. Les images de ces lumières nocturnes se propagèrent à la vitesse du feu. Des enfants lisaient sous des lampes neuves, des femmes cuisinaient après le crépuscule, et les radios locales diffusaient une seule mélodie. Nous devenons libres. L'Occident vit là un symbole dangereux. Un pays sans dette démontrait qu'il pouvait éclairer son peuple. À Paris, un analyste chuchota: ce n'est plus du développement, c'est du défi. Mais pour les Burkinabés, cette lueur n'était pas une provocation, c'était une prière exaucée. Le ciel, hier fermé, s'était rouvert par le travail. Et dans cet éclat silencieux, un nouveau sens de l'indépendance prenait forme. La dignité pouvait se mesurer en lumens. Les premiers résultats tangibles dépassèrent toute attente. 4 domaines furent transformés en profondeur: l'État, l'économie, la société et la région. Dans un premier mouvement, les institutions nationales furent transformées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le gouvernement adopta un modèle administratif fondé sur l'efficacité locale. Les projets d'infrastructure cessèrent d'attendre les financements extérieurs. Chaque ministère dut prouver son utilité par des réalisations visibles: routes réparées, écoles rouvertes, dispensaires rénovés. En 6 mois, plus de 120 chantiers parallèles furent recensés, inspirés du modèle de l'aéroport. Le pouvoir politique, autrefois vertical, se transforma en maillage de comités civiques. Vint ensuite l'économie intérieure, profondément remaniée. Privé de devises, le pays redécouvrit la valeur de la production domestique. Les artisans, les soudeurs, les maçons et les cultivateurs intégrèrent une logique de troc productif. La monnaie circulait moins, mais l'activité plus. Les économistes parlèrent de croissance par le geste. Les anciens garages militaires devinrent ateliers de machines agricoles. Le ciment local remplaça les importations. La pauvreté monétaire persista, mais la richesse fonctionnelle augmenta. Les Burkinabés apprenaient à vivre du concret. Puis le tissu social se réinventa à son tour. Les divisions anciennes, entre chrétiens et musulmans, entre villes et campagnes, s'effacèrent devant la tâche commune. Des prêtres et des imams bénissaient les mêmes repas sous les tentes du chantier. Les radios diffusaient chaque matin les témoignages d'ouvriers. Nous ne construisons pas des murs, nous élevons des prières. Les femmes prirent un rôle central: chef de cantine, coordinatrice, gardienne de l'endurance morale. Une unité rare se cristallisa. Les élites urbaines découvrirent le travail manuel et les ruraux la fierté d'être les moteurs de la nation. Enfin,
L'impact régional s'étendit bien au-delà des frontières. Au-delà des frontières, le modèle fit école. Au Ghana, au Niger et au Mali, des groupes civils lancèrent des programmes appelés Construire sans emprunter. Les universités étudièrent le cas Burkina comme un prototype de souveraineté participative. Les chancelleries occidentales, d'abord amusées, commencèrent à s'inquiéter d'une contagion idéologique. Le syndrome Traoré, foi plus travail égale indépendance, gagnait les capitales africaines. Ainsi, ce qui devait rester un chantier devint un manifeste. Les sanctions, sas et punir, avaient fécondé une économie morale, et dans chaque maison désormais éclairée, un même murmure circulait. Quand le monde nous ferme ses portes, nous ouvrons le ciel. Les stratèges proches d'Ibrahim Traoré élaborèrent trois trajectoires possibles pour les 12 mois à venir. Elles ne visaient pas à prédire l'avenir, mais à préparer la lucidité. Le premier scénario, celui de la consolidation silencieuse, se dessinait ainsi. Si le rythme actuel se maintient, l'aéroport deviendra pleinement opérationnel dans un an. Les circuits solaires étendront leur production à l'ensemble du Sahel burkinabé, réduisant de 40% la dépendance énergétique. Ce scénario suppose la poursuite de l'unité interne et la stabilité militaire. Il transformerait le Burkina Faso en modèle d'autonomie durable, un pays sans prêt extérieur capable d'exporter son savoir-faire local. Le scénario optimiste, quant à lui, misait sur un effet de contagion bienfaisant. Si les voisins sahéliens rejoignent l'initiative, une alliance économique africaine pourrait émerger. Les chantiers transfrontaliers, mutualisant main-d'œuvre et énergie, feraient naître un corridor industriel inédit. Les organisations panafricaines, inspirées par l'exemple Traoré, adopteraient la doctrine construire sans emprunter comme principe fondateur. Dans cette hypothèse, la croissance régionale pourrait doubler d'ici 2 ans. Ce serait la première fois que la coopération n'est non d'une aide reçue, mais d'une foi partagée. Le scénario pessimiste évoquait une possible contre-offensive mondiale. Les puissances financières, voyant leur influence s'effriter, pourraient accroître les sanctions, saboter les réseaux d'approvisionnement ou fomenter l'instabilité politique. L'économie intérieure résisterait difficilement à un double choc, isolement logistique et cyberattaque. Cependant, même dans ce cas, la résilience spirituelle du mouvement burkinabé limiterait les dégâts. La foi collective deviendrait bouclier social, freinant l'effondrement par la solidarité. Dans ces trois voies, une même question hante le pays. Si l'Afrique apprend à voler sans autorisation, que deviendra l'ordre du monde? Cette interrogation, jadis métaphysique, devient aujourd'hui une hypothèse stratégique. Et Traoré, fidèle à son ton calme, répond souvent: Mam Chakra, si nous chutons, au moins ce sera en essayant de toucher le ciel. Le soir, quand le vent du Sahel tombait, les ouvriers restaient souvent assis sur les pierres encore tièdes. Ils ne parlaient pas de politique, ni même de progrès. Ils parlaient de ce qu'ils ressentaient. Un jeune maçon dit à un journaliste: J'ai appris à croire à mes mains avant de croire aux promesses. Cette phrase simple devint un refrain dans les écoles. Les familles suivaient l'avancement du chantier comme on suit une épopée. Les enfants dessinaient des avions sur les murs, les enseignants les utilisaient pour parler de courage. Dans les villages, on se rassemblait autour des postes radio pour écouter les bulletins du soir. Chaque nouvelle poutre posée, chaque section achevée devenait une fierté collective. Ibrahim Traoré apparaissait rarement, mais sa silhouette dans la poussière suffisait à rappeler le sens de l'effort. Les anciens, eux, y voyaient un signe du destin. Ils disaient: Nous avons prié trop longtemps pour des aides. Cette fois, Dieu a répondu par du travail. La foi ne remplaçait pas la fatigue, mais elle la rendait habitable, et cette fatigue partagée créait une intimité nationale,
un langage du silence où chaque regard disait « Nous y arriverons ». Les radios locales organisaient des programmes appelés Le ciel en construction. Des musiciens composaient des chants à partir des bruits du chantier, marteau, pelle, moteur. Ce n'était plus seulement une œuvre politique, c'était une liturgie collective. Car là où d'autres nations priaient pour l'aide, le Burkina Faso priait pour la persévérance. Et dans ce changement d'adresse, les Torres, le peuple trouva la clé de son indépendance intérieure. Pour transformer l'élan en structure, Ibrahim Traoré fit adopter une feuille de route en 5 étapes, simple mais redoutablement précise. D'abord, il fallait stabiliser l'énergie. Les panneaux solaires du chantier furent reliés aux zones rurales, garantissant une autonomie minimale de 30% d'ici 6 mois. Cette base énergétique devait soutenir non seulement l'aéroport, mais aussi les hôpitaux et écoles périphériques. Ensuite, on forma les compétences locales. Les ingénieurs militaires mirent en place des ateliers de transmission. Chaque artisan, maçon ou soudeur devait former 2 apprentis. En moins d'un trimestre, près de 3000 jeunes furent intégrés au programme. Puis, un fonds communautaire vit le jour. Plutôt qu'un emprunt, le gouvernement lança un système d'épargne collective. Chaque citoyen pouvait contribuer non en argent, mais en heures de travail, converties en part symbolique du projet. Une économie du mérite remplaçait ainsi celle du crédit. Il fallut aussi sécuriser le réseau logistique. Les routes d'accès furent entretenues par les communautés riveraines. Des dépôts régionaux stockaient le métal et le ciment pour prévenir toute rupture d'approvisionnement. Enfin, il convenait de partager le modèle avec les voisins. Des délégations du Ghana, du Mali et du Niger furent invitées à étudier le chantier. Traoré déclara : « Nous ne bâtissons pas un aéroport, nous bâtissons une méthode africaine. » Ces 5 leviers formèrent le squelette d'un futur autonome, articulé entre la foi et la planification. Et la planification. Et tandis que les premiers vols d'essai se préparaient, la conviction collective devint loi implicite. Le ciel n'appartient plus à ceux qui le vendent, mais à ceux qui le construisent. À l'aube, la lumière du Sahel baignait le chantier dans un calme sacré. Les ouvriers s'étaient alignés au bord de la piste, silencieux, tandis qu'Ibrahim Traoré avançait lentement, les bottes couvertes de poussière. Il s'arrêta, leva les yeux vers le ciel encore pâle et dit doucement : « Nous n'avons pas construit pour voler, mais pour que plus personne ne rampe. » Cette phrase traversa la foule comme une onde. Autour de lui, les femmes chantaient, les soldats déposaient leurs outils, les enfants levaient les bras pour mieux voir. Un vent léger passa sur les visages, soulevant la poussière comme un encens. Un pilote s'élança, le moteur rugit, et le premier avion africain fabriqué sur un sol africain s'éleva lentement. Des larmes, des cris, des prières. Le ciel, ce jour-là, sembla rendre quelque chose qu'il avait longtemps gardé. Et tandis que l'appareil disparaissait à l'horizon, personne ne parla. Tous savaient que l'histoire ne redescendrait plus au sol. Le rêve était devenu une mémoire collective, le désert une cathédrale, et Ibrahim Traoré, un simple homme qui avait appris à transformer la foi en architecture. Ce que le monde a vu au Burkina Faso n'est pas une prouesse technique, mais une déclaration d'âme. Ibrahim Traoré n'a pas seulement bâti un aéroport, il a bâti une métaphore, celle d'un continent qui refuse d'attendre l'autorisation pour exister. Sous le soleil du Sahel, des milliers de mains ont rappelé une vérité simple. La liberté ne se reçoit pas, elle se façonne. Aujourd'hui, les pistes brillent comme des miroirs où chaque Africain peut se reconnaître. Et si cette histoire touche ton cœur, ne te contente pas d'admirer. Questionne-toi. Où est ton propre ciel à construire? Parce que les ailes ne sont pas données. Elles se forgent une heure de courage après l'autre. Le Burkina Faso n'a pas demandé la permission d'espérer, il l'a simplement fait. Et dans ce geste, il a offert
Nassos au monde une prière moderne. Que la foi, la dignité et le travail deviennent enfin les frontières du possible.